Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leurs choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Lidwine Vaillant. J'ai écrit le livre Réinventons le secteur de la santé qui s'intéresse justement aux transformateurs dans la santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Philippe Colomba, professeur honoraire en hématologie, dont la raison d'être est de servir les autres. Professeur émérite d'hématologie au CHU de Tours, donc je pense que c'est la dénomination officielle. Un parcours parallèle à l'hématologie dans le domaine des soins palliatifs, tant au niveau local avec les équipes mobiles de soins palliatifs que l'unité de soins palliatifs, que le réseau de soins palliatifs, que le DU de soins palliatifs, et au niveau national, le collège des enseignants de soins palliatifs et la spécialité médecine de la médecine palliative. Un parcours aussi dans le domaine des soins de support au niveau national. Et puis, en dehors de ce qu'on va discuter sur la souffrance au travail, puis la qualité de vie au travail, chercheur dans l'équipe de psycho du travail depuis 10 ans, qui s'appelle actuellement Calypsy. Et puis, depuis un peu plus de 2 ans et demi, président de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail des professionnels de santé et du médico-social. Quel palmarès. Déjà, oui, ça m'intéresserait de savoir, ça nous intéresserait de savoir, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers l'hôpital? Voilà, quand a commencé ton lien avec l'hôpital? Alors, d'abord, comment a commencé la médecine? Parce que en fait, je le commence toujours comme ça, c'est que j'aurais jamais dû être médecin. Fils unique d'un entrepreneur de peinture, je devais faire de la peinture, enfin, voilà. Et puis, en fait, la vie a voulu que j'ai le bac en 69 et que papa soit, disons, très embêté par la CGT en 68, ce qui fait que globalement, je me suis retrouvé, j'ai eu le choix de faire ce que je voulais et j'ai fait médecine parce que j'avais envie de servir les autres. Et je crois que ma raison d'être dans la vie, c'est d'être utile aux autres. Et donc, j'ai choisi médecine. Après, lorsque j'ai passé l'internat, j'ai choisi l'hématologie pour trois raisons. La première, c'était à l'évidence la communication avec le patient. J'avais envie d'être dans une spécialité euh, voilà, pour communiquer sur la maladie chronique. La deuxième raison, c'était que entre cancérologie et hématologie, il n'y avait pas trop photo dans les résultats thérapeutiques en 75. Donc voilà, l'hématologie parce que plus de résultats thérapeutiques. Et puis hématologie parce que plus de recherche mieux structurée que dans de la cancérologie. Voilà pourquoi j'ai choisi en début d'internat l'hématologie. Et après, donc une fois que tu as voilà, que tu as été chef de clinique, Alors après, oui, j'avais vraiment envie de rester à l'hôpital pour parce que j'adorais l'enseignement et la recherche. Alors j'avais déjà pas mal publié durant mon internat. J'étais responsable de la revue de médecine de Tours pour les questions d'internat. Et puis voilà, donc j'avais vraiment envie de faire de l'enseignement et de la recherche. Donc j'avais envie de faire une carrière hospitalière. Il n'y avait pas d'hématologie au CHU de Tours quand j'ai choisi l'hématologie. Donc voilà, donc ça va été trop compliqué, enfin en dehors du cursus obligatoire. mmh et donc les études de médecine, c'était, enfin, je veux dire, outre l'aspect, l'opportunité, le bon timing, on va dire, avec, Ouais. les années 68, c'était quoi le déclic pour aller, enfin, ton envie, elle venait d'où, d'aller faire médecine? Bah, de servir les autres. Et donc ensuite, Donc après, interne, chef de clinique, PH, PUPH en 89. Enfin, bon, un cursus assez linéaire avec bien sûr obligatoirement le stage à l'étranger. Voilà, bon, enfin bon, ça va, voilà. Et après, ma grande chance aussi, c'est probablement qui explique un peu toute mon histoire dans le domaine de la qualité de vie au travail, c'est que donc j'étais nommé prof en 89 et le jour où j'étais nommé prof, le patron m'a dit qu'il était un oncopédiatre. Alors le service d'hématologie, enfin à ce moment-là, le service était composé de l'hématologie adulte, l'oncologie médicale adulte, et puis dans un autre hôpital, l'oncopédiatrie.
Et il m'a dit, bah, écoute, je vais aller faire de l'oncopédiatrie, je te laisse l'adulte, donc le service qui était à la fois un service d'hématologie et d'oncologie médicale adulte, hein, qui faisait 24 lits à ce moment-là. Voilà, donc je me suis lancé dans cette histoire. C'était à ce moment-là encore un service qui était en développement, puisqu'on devait être 4 ou 5 médecins, et quand je suis parti, il y avait 76 lits et 19 médecins. Donc voilà, donc Ah oui, effectivement. Et c'est à partir de là que tu t'es. Qu'est-ce qui t'a fait te questionner justement sur cette qualité de vie au travail? Ah bah, c'était très clair. C'est-à-dire qu'à se retrouver chef de service, enfin, ou faisant fonction de chef de service, je sais pas si j'avais le titre à ce moment-là, mais disons que j'étais aux commandes du service adulte. Bah, disons que les soignants d'hématologie vont pas si bien que ça, hein, de par, d'abord que c'est souvent un service où il y a une charge de travail assez forte, et puis surtout où la spécialité fait que globalement, il y a un taux d'épuisement professionnel assez haut, hein. C'est une des spécialités où c'est le plus haut, avec bon, d'autres spécialités telles que par exemple l'anesthésie ou les urgences. Enfin, disons que c'est pas une bonne spécialité, la cancérologie. Donc voilà. Donc l'idée, ça a été de mettre en place. Et d'ailleurs, ça avait commencé auparavant avec du temps où j'étais pas PUPH, mais où j'étais PH, de mettre en place une dynamique, disons. Oui, une dynamique d'équipe qui permette de diminuer la souffrance des soignants. Voilà. Donc, on est parti sur une organisation et qui nous a conduit en 91 à créer une première fois une association qui s'appelait le groupe de réflexion sur l'accompagnement et soins palliatifs en hémato, pour promouvoir ce modèle qu'on avait mis en place sur le terrain à Tours, mais aussi dans d'autres équipes, essentiellement dans des équipes d'hématologie, pour diminuer la souffrance au travail. Voilà, c'est comme ça qu'a démarré cette histoire en 91. Donc ça fait juste 30 ans. Tout juste 30 ans que tu travailles sur ce sujet. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est jamais fini en fait. Non, c'est vrai, c'est d'ailleurs un peu angoissant. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que, au bout de 30 ans, les choses ont un peu évolué. Nous, ses frères, on a vraiment progressé, évolué dans le concept, hein, puisque en fait, on est passé d'une idée de management participatif à une idée de démarche participative, d'organisation de services pour améliorer la qualité de vie au travail. On a aussi progressé dans l'histoire, puisque en fait, après avoir créé le modèle à partir de 98-99, avec l'aide de Daniel Dérouville et puis de Régis Aubry, on a réussi à imposer ce modèle d'organisation pour la prise en charge des patients en soins palliatifs dans tous les services de soins, bien qu'il ne soit pas encore en place 17 ans plus tard, hein, puisque la circulaire date de 2004. C'est devenu une mesure d'accréditation des établissements de santé de l'HAS dans l'AV 2010. Et puis, depuis 2010, donc je l'ai dit, j'ai quitté mon équipe de recherche d'hématologie fondamentale pour aller dans une équipe de psycho du travail, et on a montré l'impact cette organisation de service, dans un premier temps sur la qualité de vie au travail, et puis très récemment sur la qualité de prise en charge des patients évaluée par les patients. Et sauf erreur de ma part, en dehors des hôpitaux magnétiques qui sont un modèle d'établissement de santé, mais nous on est sur un modèle d'organisation de service. C'est le seul modèle au monde qui a pu montrer ça à l'heure actuelle. Alors ça pourrait être bien justement que tu rentres un peu plus dans le détail. En quoi ça consiste, toi, sur la genèse de ce management participatif puis démarche participative. Alors, je vais le décrire, mais en gros, ouais, bon, je veux dire, il y a rien de génial, hein. Je veux dire, globalement, en 91, ça existait déjà un peu en psychiatrie et en rééducation. Donc, je veux dire, on n'a probablement pas inventé grand-chose. Ça repose sur deux principes: créer des espaces d'échange où les gens vont se retrouver pour construire et pour échanger. Et puis, sur la démarche projet, qui est de construire son travail à partir du travail réel. Donc, le premier modèle initial, c'était en fait un modèle d'organisation à quatre composantes. Une composante qui est pour nous probablement la plus importante et qu'on défend, et qui est malheureusement obligatoire partout et pas mis en place, c'est ce qu'on appelle, nous, les staffs pluriprofessionnels. Les staffs pluriprofessionnels, c'est toute l'équipe qui est présente, et elle va construire un projet de prise en charge personnalisé à partir des besoins du patient.
Alors bon, ça a été conceptualisé vraiment dans les détails, puisque nous, ce qui nous semble essentiel, c'est cette co-construction, cette intelligence collective à partir du besoin du patient. Et donc, cet espace d'échange regroupe donc tous les soignants. Et donc, ça veut dire aide-soignante, infirmière, tout psychologue, assistante sociale. Nous, on a aussi diététicienne, socio-esthétique, art-thérapie, hypnose, etc. C'est-à-dire tout ce qui est autour des soins de support. Et puis, bien sûr, les médecins. Et si tu veux, nous, ce qui nous paraît important, c'est que tout le monde puisse s'exprimer pour construire. Donc, on a imposé, et je pense qu'il faut l'imposer, un ordre de prise de parole où c'est l'aide-soignante qui présente en premier. Donc, tout le monde va va l'écouter. C'est un mode de reconnaissance très très important pour l'aide-soignante, puis les infirmières, puis les soins de support, et c'est uniquement à la fin que les médecins s'expriment, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde aura pu s'exprimer avant le médecin, parce que souvent quand le médecin parle en premier, plus personne n'ose s'exprimer. Et puis après, donc le deuxième tour de table, c'est à partir de ce qu'on a pu identifier comme besoin, qu'est-ce que vous proposeriez? Et la troisième tour de table, c'est qu'est-ce qu'on décide ensemble pour améliorer cette prise en charge et ce projet personnalisé. Et c'est nous, c'est l'infirmière qui trace dans le dossier patient. Voilà, une composante essentielle pour nous d'espace d'échange qui sont les staffs pluriprofessionnels. Et puis donc deux autres types d'espaces d'échange, les formations internes aux équipes, où les sujets de formation sont décidés par les équipes. Et à partir de cette formation interne, ça veut dire qu'il faut la faire 2 fois pour que tout le monde puisse être formé. Et puis la troisième type d'espace d'échange, c'est ce qu'on appelle le soutien des équipes. Alors nous, on privilégie ce qu'on appelle nous les stades de débriefing, c'est-à-dire qu'en situation de crise, je sais pas, disons une mort difficile, une répétition des décès, un passage en réa non prévu qui met les équipes à mal. Hein. Dieu sait, par exemple en oncopédiatrie où c'est fréquent, on se pose avec un psychothérapeute extérieur au service pour parler de ce qui s'est passé. Mais ça peut être aussi des réunions plus régulières de relecture de cas difficiles. Ça peut être aussi des groupes de parole. Voilà, donc ça c'est la troisième composante. Et puis la quatrième composante initiale, c'était les groupes de travail à partir du travail réel pour construire et améliorer le quotidien, où ça peut être aussi dans ces groupes de travail l'application d'une procédure ou d'une décision de la direction pour que ça puisse se mettre en place. Voilà, donc c'est ça notre projet, enfin notre schéma initial qui s'est un peu modifié en 2005 puisqu'on a rajouté une cinquième composante qui est aussi un espace d'échange. Et on pense qu'en fait, il faut apprendre l'intelligence collective et la co-construction. Et donc, en fait, on pense que le modèle ne marcherait pas très très bien si nous n'avions pas en même temps des espaces d'échange de managers où donc on construit le top management entre les médecins et les cadres de santé du service. Voilà le modèle qu'on promeut depuis maintenant 30 ans et qui s'est un petit peu modifié en 2005. D'accord. Et donc c'est un modèle qui s'est développé uniquement à Tours? Ah bah non, quand même pas, non, heureusement, non, non, à partir du moment où il est, si tu veux, il s'est pas développé comme il devrait se développer, puisque je te dis, depuis 2004, normalement, il est obligatoire dans tous les services de soins pour la prise en charge des patients en fin de vie. Donc, il devrait être présent dans 100% des services. Moi, je dis qu'il est les staffs pluriprofessionnels. C'est une enquête que je fais à chaque intervention. Je dirais qu'il est en place dans 20 à 30% des services. C'est vrai aussi que le modèle est quand même beaucoup plus adapté à la maladie chronique que la chirurgie, par exemple. Voilà, c'est classique. Et donc, dans la V 2020 de l'HAS, on parle beaucoup de projets personnalisés de prise en charge globale dans la maladie chronique, en gériatrie, en psychiatrie. Et donc, un projet personnalisé, ça passe, sans staff pluriprofessionnel, c'est impossible. Donc, je veux dire, la V 2020 entérine bien le fait que ces staffs sont obligatoires pour déterminer cette prise en charge. Mmh. Et qu'est-ce qui manque alors pour pour que cette démarche, cette approche soit davantage, utilisée? Alors, quels sont les freins? C'est une bonne idée. D'abord, je pense que
je redis que c'est essentiellement un modèle, on reparlera de son déploiement sur l'établissement, mais c'est quand même un modèle de service et d'ailleurs, c'est vraiment démontré puisque notre équipe de recherche fait, de temps en temps des évaluations de la qualité de vie au travail, par exemple sur un pôle et on voit que d'un service à l'autre, on peut passer du blanc au noir, en traversant le service donc le couloir. Donc on voit bien que c'est vraiment un modèle qui est sur le management de proximité. Et d'ailleurs, c'est le constat. Hein. Je veux dire, la qualité de vie au travail, c'est le management de proximité. Hein. Donc, la qualité de vie au travail d'une équipe, c'est le cadre et le chef de service et les médecins. Et puis, la qualité de vie au travail des médecins et des cadres, c'est la gouvernance. Hein. Donc, ça, c'est absolument démontré. Donc, pourquoi ça ne se met pas en place? Eh bien, je crois qu'il y a deux grandes raisons. Première grande raison, c'est que les gens ne sont pas formés. Enfin, je veux dire, la formation des médecins au management, c'est 0 minute, 0 seconde. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et puis, deuxième chose, je crois quand même qu'on est dans un pays où on a une certaine idée du management et que globalement, manager, c'est décider, donc c'est de faire du directif et pas du participatif. Donc, je crois qu'il y a vraiment à changer les managers et en particulier les médecins, et puis probablement aussi les directeurs, parce que c'est vrai quand même que dans la très grande majorité des établissements de santé sanitaires ou médico-social, on est encore dans le management directif et on ne fait pas confiance aux équipes, alors que vraiment, dans tous les cas, l'équipe est plus intelligente que vous. Enfin, vraiment, j'ai pas un exemple où ça c'est pas. D'ailleurs, je raconte toujours la même chose. Hein, il y a très longtemps, on avait, enfin bon, je vais passer sur le détail, mais enfin, on était amené à financer les travaux de notre service. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de financer les travaux par l'hôpital qui était en déficit. Et donc, on a créé une association et on a trouvé les fonds pour financer les travaux de restructuration d'un service qu'on avait, donc, qu'on venait de prendre en charge, étant donné qu'avant, on était dans un tout petit service sous les toits. Et donc, on a créé cette association et donc on a décidé, enfin on a eu l'accord pour faire les plans puisque c'était nous qui financions. Et à ce moment-là, donc en fait, c'est pas moi qui ai fait les plans, j'ai dit à l'équipe, bah, faites les plans du service. Donc en fait, ils ont adapté, bah, je sais pas, prenons la salle de soins, prenons la distribution des chambres en fonction de leur bah, ce qu'ils avaient besoin par rapport à leur travail au quotidien. Et ils ont décidé, puisque ça fait très longtemps de ça, de créer un appartement des familles. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été le premier appartement des familles au CHU de Tours. Et donc voilà, donc c'est l'équipe qui a pensé à ça et ils ont encore eu une idée plus géniale puisqu'en fait ils ont dit qu'il fallait mettre cet appartement des familles à l'entrée du service, juste à côté pour que les familles puissent aller rapidement dans la chambre de leurs proches. Et à ce moment-là, ils ont décidé de le mettre à la place de mon bureau. Et donc, très clairement, enfin, je veux dire, je ne sais pas si j'aurais pensé à l'appartement des familles, mais j'aurais sûrement pas pensé à le mettre à la place de mon bureau. Des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Et par rapport à la vie de l'équipe, justement, au travail en équipe, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que cette démarche, qu'est-ce que cette approche change? Bah, ça change, ça joue sur beaucoup de choses. Ça joue premièrement sur le sentiment qu'ils sont reconnus au quotidien et je crois vraiment que le fait de leur faire confiance sur la création du travail réel et sur, la co-construction du projet de prise en charge du patient, c'est très important. Leur faire confiance sur leur dire: «Si vous allez pas bien, on est là pour vous aider avec des réunions de débriefing et cetera». Donc ça joue sur la reconnaissance, ça joue sur l'autonomie, en particulier sur les groupes de travail, ça joue sur le soutien qu'ils ont l'impression de leur hiérarchie. Donc sur les déterminants principaux de la qualité de vie au travail. Mmh. Et tu disais que ça aujourd'hui, vous avez démontré que ça avait un impact sur la qualité des soins aussi? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est quand même une grande aventure. C'est-à-dire que c'est une aventure qui date de 4 5 ans maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu le partenariat avec la Société française des cancers de l'enfant.
Et donc, on a décidé de faire une enquête nationale où on testerait les facteurs qu'on sait déterminants dans la qualité de vie au travail, qui étaient le leadership transformationnel, le soutien à l'autonomie, le soutien organisationnel perçu, la justice organisationnelle, c'est-à-dire en fait vraiment les quatre plus gros déterminants de la qualité de vie au travail au niveau de la psycho du travail, de tester comme déterminant aussi la démarche participative avec nos quatre composantes, hein, puisque on ne peut pas interroger les équipes sur les espaces d'échange de managers, mais bon, sur la formation interne, sur le soutien aux équipes, sur le staff pluriprofessionnel et puis sur donc la démarche projet et les groupes de travail. Et puis de tester la qualité de vie au travail, l'engagement au travail, les satisfactions au travail des soignants, et puis la qualité de prise en charge des patients évaluée par les patients. C'est ça qui est tout à fait nouveau, puisqu'en fait, globalement, il y a pas mal d'études, mais en fait, on parle de la satisfaction, de la qualité de prise en charge des patients évaluée par les soignants et non pas par les patients. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir, pour évaluer ça, faire une correspondance entre la qualité de vie au travail des soignants et la qualité de prise en charge des patients service par service. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Donc, il faut beaucoup embêter les cadres pour récupérer les questionnaires et des soignants et des patients. Et donc, on a montré que notre démarche participative améliorait et à la fois la qualité de vie au travail, mais avec des relations qui sont phénoménales, puisque si tu veux, statistiquement, on considère qu'il y a une relation entre deux facteurs lorsqu'on est à 5% ou disons à 0,01%, ça commence déjà à être très, très parlant. Et à 1 pour 1000, 0,01, c'est très, très, très parlant. Là, on est à 10,9, c'est-à-dire 1 milliard. Voilà, l'impact de la démarche participative sur la qualité de vie au travail, elle est énorme. Et puis, on a aussi démontré l'impact de la démarche participative sur la qualité de prise en charge des patients évaluée par les enfants de plus de 12 ans et par les parents pour les enfants de moins de 12 ans. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu parlais des formations internes, du pilier des formations internes, et tu as dit quelque chose que je n'ai pas compris. Tu as dit que les formations étaient faites 2 fois? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on fait ça pour les deux équipes. C'est-à-dire que quand tu fais une formation interne, tu as des gens qui bossent. Là, ils peuvent pas venir écouter, hein. Donc, en fait, on fait une formation pour l'équipe du matin, une formation pour l'équipe d'après-midi, décalée de 15 jours pour que, donc, voilà, ça soit des jours où eux, ils bossent pas, ils reviennent. Donc, bien sûr, ce sont des formations qui sont prises sur le temps de travail, c'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent les heures. Mmh mh. D'accord, et du coup, c'est des formations sur quel sujet? Alors, c'est eux qui choisissent les sujets. Alors, c'était une vraie bonne question, comme d'habitude, hein, Lidwin. C'est-à-dire que globalement, on leur laisse le choix. Et en fait, le problème, c'est le turnover des équipes. C'est-à-dire que très clairement, ces formations sont plus intéressantes si on est sur la prise en charge globale du patient. Mais vu qu'il y a un turnover important, il y a souvent une demande qui concerne la spécialité. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, avant de s'intéresser à la prise en charge globale, ils s'intéressent au côté technique de la spécialité. Donc, on a droit à la leucémie aiguë, le lymphome, la leucémie chronique, etc. Donc ce que tu dis, c'est que c'est plutôt sur des sujets techniques? Les deux, mais si tu veux, les sujets de prise en charge globale, c'est plutôt demandé par les gens qui sont dans le service Mmh depuis mh. plus longtemps, quoi. Mmh. Et est-ce qu'il y a des sujets aussi, autour plus sur ce qu'on appelle les soft skills, enfin sur, tu vois, sur, justement comment travailler ensemble, comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler ensemble, Alors pas trop, pour l'instant, enfin moi dans le service, dans ce que j'en ai connu, puisque maintenant je suis à la retraite depuis 3 ans, on était plutôt sur, tout ce qui tourne autour de la prise en charge globale. Alors, oui, il y a tout, tu vois, les soins de support, la douleur, la communication, le management d'équipe un petit peu, la souffrance au travail, voilà, tout ça, on est plutôt sur ça. et la démarche projet, ça consiste en quoi? Alors démarche projet, c'est très sincèrement parce que bon, je vous ai pas tout dit, en me présentant, mais j'ai fini ma carrière comme chef de pôle pendant 7 ans. Et en fait, il y a toujours au sein du service ou au sein du pôle des groupes de travail. Et en fait, le groupe de travail, c'est voilà, comment on peut améliorer voilà, le travail. Alors après, ça peut être, enfin, prenons des exemples simples, l'accueil des familles, mais ça peut être aussi le fonctionnement. Nous, on a eu un groupe de travail sur la communication entre les internes et les équipes. On a eu un groupe de travail sur l'organisation des courses, on a eu, voilà, enfin après ça peut être la mise en place d'une procédure qu'on nous impose en disant voilà, on nous demande de faire ça, comment on va mettre ça en place.
C'est ça, toujours avec du coup une réflexion, collégiale autour de Ah ouais, absolument. Ouais et enfin moi j'ai toujours enfin en particulier au niveau du pôle, enfin je veux dire, globalement, on décidait ensemble. Alors oui, ça sous-entend aussi, forcément des réunions de service. Puisqu'en fait l'idée c'est, sur quoi on travaille, quels sont les volontaires, on les laisse travailler et ensuite ils présentent à l'ensemble de l'équipe pour validation. Donc, ça sous-entend forcément, enfin moi c'est donc soit des réunions de service, soit des réunions de pôle pour que les soignants valident ce qui est proposé par les responsables des groupes de travail. et du coup dans ces groupes de travail, le leadership de ce groupe de travail n'est pas forcément, Ah, c'est eux qui décident alors, moi ce que j'imposais c'était, un animateur et un secrétaire, de catégories socio-professionnelles différentes. ouais, c'est ça. C'est pas forcément le galon qui fait le leadership, quoi. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il y avait pas forcément du galon dans les groupes de travail, hein. Et puis donc, plus récemment, tu as été nommé, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Heu, Ouais. donc là, en quoi ça consiste? Alors, bah, en fait, il y a eu, il y a 2 périodes, disons, il y a eu une évolution. Alors, juste pour remettre le contexte, l'Observatoire de la qualité du travail fait partie c'est une des 3 composantes de la stratégie nationale de la qualité du au travail, qui avait été décidée donc, sauf erreur de ma part, en 2016 ou 2017. Et donc, ces 3 composantes, c'était premièrement, la donc l'observatoire, dont on va parler. Deuxièmement, la mission nationale qui avait pour objectif de mettre en place des mesures d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et puis la médiation nationale d'Édouard Couty pour, donc essayer de régler tous les problèmes, de conflits, au niveau des établissements, soit entre médecins, soit entre médecins et les directions, soit entre soignants d'ailleurs. Et puis cet observatoire a été créé en juillet 2018 et avait pour 3 missions initiales qui étaient premièrement de mettre à la disposition, des personnes intéressées par la qualité au travail, des documents qui puissent les permettre d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc on a des choix à la fois des textes ministériels, mais on a surtout, des retours d'expérience, des outils, des enquêtes qui puissent permettre donc de progresser. Ce site internet a été créé donc, en fin 2018 et actuellement c'est 180 documents. 2e mission, c'était de mettre en place des groupes de travail pour faire des préconisations. Donc il y a eu, comme thématique, collectif de travail, qualité du travail, qualité des soins, qualité de l'accompagnement, nouvelles technologies et restructuration. Donc, c'était des gens de terrain qui ont travaillé pendant, une année et qui ont, après un colloque qui a permis de présenter les travaux et d'améliorer les travaux, et donc, ça a débouché sur des textes qui sont en ligne depuis janvier 2020 et qui sont en train d'être retravaillés avec, l'expérience Covid. Et la troisième mission, c'était de faire un colloque qui a eu lieu en novembre 2019. Donc, toi, des questions, disons des missions assez ciblées et assez opérationnelles. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que globalement, malheureusement, la troisième composante qui était la mission nationale n'a jamais été mise en place, vraiment, puisqu'en fait celle qui était à la tête de ça est tombée malade, une quinzaine de jours avant que je sois nommé et malheureusement n'est jamais revenue. Donc en fait, le côté, mesure de terrain n'a jamais été, mis en place. Et ce qui s'est passé durant le Covid, le début du Covid, c'est qu'on a repris un peu tout ce qui avait été, écrit sur, l'amélioration de la qualité de vie au travail depuis le pacte de confiance. Donc et en fait, on se rend compte malheureusement qu'on dit toujours la même chose depuis 10 ans. Il y a rien de neuf, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui a été dit il y a 10 ans, on le dit toujours, mais globalement, c'est toujours pas en place. Et donc on a décidé, enfin on a défini 13 mesures, pour, l'amélioration de la qualité de vie au travail, dont, 7 qui sont directement sur, la gouvernance, et le management de proximité.
et puis 2 sur la formation, 2 sur la recherche, une qui est sur, un groupe de travail sur la qualité de vie au travail, sur l'ambulatoire et le domicile. Et puis la dernière, c'est en fait, participer à tout ce qui peut se passer, au niveau national, que ce soit le Ségur de la santé, la mission Laforcade ou très récemment, la loi Rist. Voilà, donc tu vois une restructuration complète et deuxièmement une structuration, complètement différente puisque l'observatoire numéro 2, qui était composé essentiellement de chercheurs qui n'avaient pas cherché, a été remplacé par un observatoire numéro 2 beaucoup plus resserré avec la DGOS, la DGCS, l'ANACT comme au départ, un représentant de l'HAS qui était déjà dans l'observatoire numéro 1, Édouard Couty pour la médiation, et puis uniquement 3 chercheurs. Et globalement, si on continue les mêmes missions, on est plutôt maintenant les mêmes oui, missions initiales. On est maintenant vraiment beaucoup plus sur les mesures et donc le COSC, maintenant ça s'appelle plus observateur numéro 2, mais comité d'orientation stratégique. On est essentiellement outre le côté politique, sur l'ambulatoire, la formation et la recherche. Et tout ce qui tourne autour du terrain, on a créé un comité opérationnel qu'on appelle le COMOP. L'idée étant de partir de retours d'expérience de terrain sur ces 7 thématiques, de créer des groupes de travail de terrain sur la métabolisation de ces retours d'expérience pour faire des fiches, probablement des fiches ou des vidéos courtes, c'est-à-dire des choses directement utilisables par les établissements et de les réinjecter via les terrains par les ARS, les FED, le FORAP, les ARACT, voilà, les réseaux de terrain, mais à la limite de plus passer par le haut, quoi. C'est uniquement faire un truc où ça sera le terrain qui métabolisera, qui réinjectera sur le terrain. Mmh. Plus sous forme de partage de bonnes pratiques alors? Exactement. D'accord. Bonnes pratiques vécues et pas bonnes pratiques injonctives, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Il y a d'autres projets, enfin d'autres. Qu'est-ce que la suite de tout ça? Alors les projets, oui, il y a des grands projets. Enfin, donc sur l'observatoire, le projet, c'est de réussir notre cool, hein. Il n'y a pas de projet particulier en plus. Par contre, au niveau personnel, ouais, on a eu un grand projet puisqu'en fait, on a démontré l'impact sur la qualité des soins. Et donc l'idée, c'est qu'on vient de créer une nouvelle association qui s'appelle ACAVI, l'association pour la qualité de vie des soignants, qui regroupe tout ce qui tourne autour des sociétés savantes qui tournent autour de la maladie chronique. Donc en dehors de l'oncologie, tout ce qui est la néphrologie, tout ce qui est la neurologie, voilà, la gériatrie. Donc tout ce qui tourne autour de la personne âgée, tout ce qui tourne autour de la rééducation, tout ce qui tourne autour de la psychiatrie. C'est donc une quinzaine de sociétés savantes pour cette fois-ci essayer d'injecter la démarche participative par le bas, c'est-à-dire en fait de former des formateurs au niveau de chaque société savante pour implémenter la mise en place de la démarche participative dans toutes ces spécialités. D'accord. Justement, pour construire, pour mettre en place cette démarche participative, est-ce que tu as eu besoin de désobéir ou de prendre des risques? Alors, j'ai désobéi. Alors, c'est vrai que bon, globalement, c'est un modèle qui marche puisque au fait, il existe à Tours depuis plus de 30 ans. Il a marché dans mon pôle pendant les 7 ans où j'étais à la tête du pôle. Donc, on n'a pas eu à désobéir parce qu'en fait, si tu veux, ça amène une efficacité et une image de marque qui fait que globalement, on a toujours été soutenu par les différentes directions. Donc, j'ai pas eu à désobéir sur la démarche participative. Par contre, dans mon histoire personnelle, oui, j'ai eu à désobéir puisque pour moi, si tu veux, vivre, c'est d'entreprendre. Donc il a toujours été très difficile de m'arrêter. Je peux raconter 2 histoires. La première histoire, c'était avant tout ça, qu'on était sous les toits. Donc on avait 24 lits, dont 2 chambres seules et 11 chambres à 2 lits. Et donc, on a, donc en hématologie,
Bon, disons que dans les années 80 est apparue la technique de l'autogreffe de moelle, c'est-à-dire en fait le fait de faire de la chimiothérapie forte détruisent la moelle et donc avant on prélève la moelle du patient, on la congèle et on la réinjecte pour que le patient ne meure pas de l'aplasie induite par la chimiothérapie. Et donc on avait un veto complet de la direction pour mettre ça en place dans un couloir où il y avait que deux chambres à un lit, pardon, et qu'il y avait que des chambres à 2 lits. Et donc en fait on était contre la direction sans rien dire, c'est-à-dire qu'en fait on a acheté le matériel avec une association, on s'est entraîné, on a commencé à congeler sans dire rien à personne. Et puis on a fait une première greffe et on est passé dans la presse en disant voilà, on a fait la première greffe à Tours et à ce moment-là, enfin ce qui serait complètement impossible maintenant, hein, mais et donc en fait voilà comment est née l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques à Tours en 84 contre l'avis de la direction. Et puis, bah, je dirais aussi que l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure de créer une association pour financer un service, c'était aussi un peu bizarre quand même. Et donc, voilà, bah, ça s'est fait et on a réussi dans les deux cas. Donc, ouais, disons que quand il y a un obstacle, j'essaie toujours de le contourner. Alors, c'est clair que maintenant, ça sera plus contournable de la façon dont on l'a fait il y a 30 ans, mais voilà. Mais c'est l'idée, c'est que faut pas se laisser abattre Non. par les contraintes du système, quoi. Exactement. Et je revois toujours le retour du bureau du directeur qui nous avait dit bah, écoutez, moi, j'ai pas de sous pour financer la restructuration des locaux de votre service. Et, je re- ça fait 35 ans, mais je me revois encore dans le bureau du patron en disant bah, écoute, ça fait rien, on va créer une association et on va trouver les sous. Il m'a dit t'es complètement cinglé. Je dis ça fait rien, on va quand même y arriver. Et en fait, 6 ans plus tard, on avait la moitié des sous et on avait changé de direction qui a mis l'autre moitié des sous. Donc 6 ans plus tard, on a pu faire les travaux. Ok, alors quels seraient les conseils que tu pourrais donner oui, voilà, à des gens à d'autres, à des soignants, quels qu'ils soient, à des professionnels de santé, pour parler au sens large, qui voudraient justement faire bouger les lignes à l'hôpital, surtout actuellement? Alors donc, je crois que pour faire bouger les lignes, il faut être manager, hein. Moi, je dirais qu'il faut s'appuyer sur les réseaux locaux, les expérimentations. Je crois qu'il ne faut pas trop attendre voilà. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des directeurs qui aient envie de faire bouger les lignes sur la gouvernance, parce que je crois vraiment que pour arriver à mettre en place ce modèle dans un établissement, il faut le mettre donc ça en place dans tous les services de soins et que ça ne peut passer que par l'exemplarité de la direction générale, de la gouvernance. Que ça sera toujours un modèle qui sera applicable dans n'importe quel service si vous avez des médecins, des cadres qui ont envie de le faire. Que je crois il y a pas de, je vois pas trop ce qui pourrait l'empêcher de le mettre en place. En dehors d'un manque de temps qui est probablement plus prégnant dans les EHPAD que dans les services de soins. Par contre, sur un établissement, ça passe vraiment par la gouvernance. Et là, alors ça bouge un peu, hein. Il y a des hôpitaux comme Bordeaux, comme Valenciennes où ça bouge, hein, mais voilà, quoi, on n'est pas encore à mettre ça en place dans tous les établissements de France. Et donc tu dirais que c'est une question d'individu? Oui, beaucoup, oui. Ouais, ouais. Faut oser, faut oser bouger. Oser bouger, faut s'appuyer sur le terrain et voilà. Pas trop attendre des lois ou des décrets ou des circulaires. Et alors tu me disais l'autre jour que tu essayais de mettre ça en place, de mettre cette démarche participative en place dans ta ville. Oui, absolument. Oui, c'est-à-dire en fait, d'abord je l'ai mis en place donc dans des associations déjà, hein. Et donc c'est vrai que bon, j'habite une petite ville de 16 000 habitants et le maire qui était élu bon, une première fois en fin de mandat, puisqu'il y avait une démission, et puis qui a été réélu brillamment récemment, moi, a fait venir pour mettre en place la démarche participative. Donc, cette démarche participative, jusqu'à ce jour, est passée par la mise en place de conseils de quartier, mais des conseils de quartier avec des, sur des périmètres relativement réduits, puisqu'en fait, on a un conseil de quartier pour 2000 habitants. Et puis voilà, et puis bon, maintenant, on m'a demandé de m'attaquer
à la qualité de vie au travail des personnels municipaux. Donc, bon, c'est une démarche qui démarre puisque la première réunion, c'est jeudi. Donc, voilà, bon, c'est sympa. Ouais, super, ouais. Très bien. De toute façon, le modèle, il est le même, quel que soit le collectif, hein, que ce soit un collectif santé d'un service, mais aussi n'importe quelle entreprise ou n'importe quel service municipal, hein. Oui, c'est ça. L'idée, c'est les espaces d'échange et de faire travailler en équipe, quoi. Bien sûr, toujours travailler sur le travail réel et créer des espaces d'échange pour que les gens se connaissent, travaillent ensemble. Bah, après, avec soit sur le travail, soit sur la formation, soit sur le soutien, n'importe. Mais il y a vraiment rien de nouveau. Ok, super. Une dernière question. Qui tu nous recommanderais pour un prochain épisode Bah, les 2 dont je vous ai parlé, allez voir, sur Valenciennes ou sur Bordeaux. Alors sur Valenciennes, c'est probablement Antoine Lemaire que je vous proposerai Ah oui, et puis sur Bordeaux, Mathieu Girier. il fait quoi, Antoine Lemaire? Antoine Lemaire, il est chef de pôle, il fait du soin palliatif. D'accord. Ah, d'accord, C'est d'accord, un médecin d'accord, et Mathieu Girier, c'est le DRH de Bordeaux. d'accord. Et pourquoi alors, pourquoi ces gens-là? Bah, parce qu'ils font bouger les lignes. C'est ça? Ouais. Et comment? Tu... Bah, alors après, Antoine Lemaire, il est dans la démarche participative, mais ils ont, au niveau de la gouvernance, c'est un suivi puisqu'en fait, ils sont vraiment dans une démarche d'autonomisation des pôles. Mhm. Donc voilà, donc ça va. La démarche participative, elle n'est pas uniquement au niveau des services, mais elle est aussi au niveau de la gouvernance. Et puis, Mathieu Girier, c'est le président de l'adresse, donc je crois ils ont pas mal de choses très novatrices sur la charge de travail, sur le management, sur l'accompagnement des managers, sur la formation des managers. Bon, bah super, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis passionné par la rencontre de l'autre et que bon, c'est vrai que le fait de ne plus exercer me manque beaucoup, hein. Moi, j'étais, vraiment la première consultation avec un patient que je ne connaissais pas était vraiment un moment de bonheur, que je n'ai plus. Et que par contre, ce qui m'insupporte le plus, puisque c'est une des questions que tu avais évoquées, c'est le décalage entre ce que les gens font et ce qu'ils disent. Et je trouve que c'est vraiment horripilant, en particulier au niveau de notre milieu. Tu trouves que c'est particulièrement présent dans le milieu médical? Oh, je pense que c'est présent partout, mais que c'est présent en particulier au niveau médical, ouais. Au niveau de la santé, hein, parce que je ne mets pas que les médecins là-dedans. Eh ben, Merci. merci à toi, Philippe. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.